suis désolé pour ce désagrément. Apparemment, on a un problème technique, ce qui fait que vous ne parviendrez pas à voir mon écran. Je m'appelle Oumar Diagne. Je suis actuellement doctorant en première année à l'ESP, au département génie logiciel. Et je présente un article qui est issu de mon projet de mémoire que j'ai eu à faire à Ziguinchor, qui s'intitule Web Scraping et Web Crawling pour la veille concurrentielle augmentée, étude de cas sur les boutiques en ligne. Maintenant, notre projet s'articule sur ces quelques points. D'abord, nous allons présenter le contexte, puis la problématique. Ensuite, nous allons définir les concepts clés avant de terminer avec l'étude de cas. Contexte. Dans un contexte marqué par une dynamique de la transformation numérique en pleine évolution, où le mot maître qui revient est digital. On ne parle de digitaliser ceci, digitaliser cela, bref. Cela favorise une augmentation exponentielle des données qui est facilitée par l'intégration du Web 2.0 et également l'immersion des réseaux sociaux dans notre quotidien, où la production de données est continue, mais également spontanée. Également, en cela s'ajoute une rude concurrence dans ce milieu de l'e-commerce, favorisée par la démocratisation du marché et le libre marché. Ce qui fait que les nouveaux dirigeants des entreprises à but lucratif, qu'ils soient dans le domaine de e-commerce ou ailleurs, ce qui fait que les nouveaux dirigeants de l'e-commerce actuels sont appelés à réfléchir sur de nouvelles approches qui vont leur permettre de résister même face à un environnement qui n'est pas approprié. Maintenant, c'est dans ce contexte que nous nous demandons si le web scraping et le web crawling peuvent nous mener à une veille concurrentielle augmentée. Mais face à ce problème principal est assujetti à des problèmes annexes, dont l'efficacité et l'efficience, les défis techniques, mais également la qualité et la fiabilité des données. Mais le plus principal des problèmes, c'est l'éthique et la légalité. Parce que quoi qu'on puisse dire, les données sont personnelles, donc les collecter pour des buts purement lucratifs ne va pas entrer dans ce sens. Puisqu'on est en train de parler de veille concurrentielle, il s'agit d'une démarche organisée visant à améliorer la productivité des entreprises par la collecte, retenez bien, la collecte, l'analyse, puis la production de connaissances et finalement pouvoir s'en servir pour s'orienter en décision. Maintenant, il y a divers types de veille. Une veille directe ou indirecte, ou une veille passive ou active. Directe ou indirecte, quand on l'applique sur des entreprises ou organisations qui offrent des solutions similaires aux nôtres. Active ou passive, si on utilise la veille pour tout simplement prendre des décisions dans l'immédiat ou bien différer. En cela s'ajoute le web crawling. Le crawling est défini comme étant un bot ou programme informatique permettant d'explorer le web, d'analyser sa structure, puis stocker son contenu de manière organisée dans un index. Il fait référence plutôt à la recherche d'informations qui permet en quelque sorte de mémoriser le contenu qui est sur Internet pour permettre plus tard au web scraping de pouvoir les saisir. Le web scraping est défini comme étant un système informatique qui permet de collecter, de structurer, mais également de stocker les données dans un format compréhensible par l'homme, mais également par la machine. C'est la phase d'acquisition des données qui part depuis la recherche jusqu'à l'acquisition. Et à ce niveau, nous avons les web scraping avancés. Et par web scraping avancé, c'est le niveau où on intègre les systèmes d'intelligence artificielle. Par exemple, ici, nous avons un algorithme
qui intègre un système d'intelligence artificielle pour pouvoir collecter les données de manière dynamique. Le programme prend en entrée une requête ou bien un HTTP GET pour vérifier le DOM. Une fois le DOM vérifié, le modèle va passer à l'apprentissage initial ici, pour vérifier s'il comprend la structure ou pas. Et à ce niveau, s'il ne comprend pas, s'il comprend, il passe à l'échantillon pour récupérer les données dont il a besoin. S'il ne sait pas le cas, il met à jour le modèle pour ensuite collecter puis sortir. Dans tous les cas, il va arriver à extraire des données, contrairement au web scraping traditionnel. Maintenant, il existe diverses techniques pour pratiquer la veille, le web scraping. Par exemple, le web scraping basé sur les expressions irrégulières, qui consiste à chercher des motifs de données dans un contenu principal. Le web scraping basé sur le DOM, qui permet d'analyser la structure ou le squelette pour parvenir aux données. Le web scraping basé sur les API et le scraping basé sur l'intelligence artificielle. Maintenant, la combinaison du web scraping et du crawling peut se résumer ainsi. Pratiquement, pour les novices, ces deux concepts signifient la même chose. Mais en réalité, le web scraping permet d'explorer le web et le web scraping permet d'extraire les données. Maintenant, pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple d'un Nongodara. L'objectif principal d'un Nongodara, je pense, c'est de mémoriser le Coran et tout ce qui va avec. Dans cet exemple, le crawling joue ce rôle. Maintenant, le scrapping va venir au niveau du jour où le Nongodara va passer à la récitale. Maintenant, on peut lui demander de réciter Yassine ou un autre surat. Ce qui veut dire que le web scrapping, lui, il ne s'intéresse pas au contenu principal, mais pratiquement à des données spécifiques. Dans le cas des boutiques en ligne, le nom, le prix, ainsi de suite. Et dans cet exemple-ci, nous avons matérialisé la combinaison des deux. Ici, vous avez un exemple de DOM. Malheureusement, le truc est un peu coupé. Maintenant, le scrapping permet de guider en quelque sorte, le crawling permet de guider en quelque sorte le web scrapping à parvenir effectivement aux données dont il a besoin. Par exemple, ici, quand on dit qu'on doit extraire la donnée A, on suppose que l'index égale I. Donc, pour parvenir à la donnée A, il faut compter 0, 1, 2, index 2, 2, on parvient directement à la donnée A. Et ainsi de suite. La veille concurrentielle également a plusieurs objectifs, dont le fait de se rendre compétitif dans un environnement très féroce, se doter d'un outil pratique d'aide à la décision, mais également de développer des activités, des stratégies de vente plus rentables, identifier ses potentiels clients, les prospects et les fidéliser. Maintenant, pour les objectifs, c'est évaluer les tendances de marché, l'analyse concurrentielle, améliorer l'analyse des prix et les revenus. Maintenant, concernant la veille concurrentielle augmentée, ici c'est une étape avancée de la veille concurrentielle traditionnelle qui s'appuie tout simplement sur des outils standards pour parvenir à un peu extraire les données et les traiter. Mais par contre, ici, on utilise les techniques de l'intelligence artificielle pour dynamiser et refaire le pipeline de sorte que tout soit automatique et que les données, depuis la collecte jusqu'au traitement, on puisse le faire de manière automatique. Maintenant, voilà notre architecture. Malheureusement, c'est un peu coupé. Mais ici, on a l'architecture IA. On a un modèle de scrapping et de crawling. À l'intérieur, en bas, ici, on a un module de machine learning qui va permettre de l'auto-apprentissage, qui va prendre en charge cette partie, mais également des NLP pour pouvoir tout simplement maîtriser la contextualisation des données. Maintenant, quand on parle de données, la chose qui revient souvent, c'est la modélisation. Dans ce cas précis, par exemple, on a 10 concurrents directs. Et chaque site
a sa manière de modéliser ses propres données. Par exemple, ici on a Expa Casa, ici on a Jumia et ici on a Auchan, pour ne limiter qu'à ça. Maintenant, chaque type de site a organisé ses données de la manière dont il lui semble. Maintenant, comment peut-on faire pour avoir un corpus de données unifié par rapport à ces diversités de modèles? Là, on parle de corpus unifié. On va essayer de voir, c'est Jumia, il parle de produits. C'est Expa, il parle d'annonces. Et c'est Auchan, il parle de produits. Dans ce cas, on va essayer de passer, comme on va faire des data frames pour standardiser ça, de sorte que article, produit et annonce signifient la même chose, c'est-à-dire produit. Maintenant, concernant l'utilisation de ces données produites, nous parvenons à un peu faire de l'analyse. Malheureusement, ce n'est pas clair. Faire de l'analyse et sortir un tableau de bord qui va servir d'information aux décideurs. Ici, par exemple, on a Auchan. Ce qu'on peut retenir, si tout était affiché, on va voir qu'à l'heure où l'étude est faite, le prix minimum, le prix moyen chez Auchan, c'est 2116. 2116. Voilà, 2116 ici. Cela est une information très importante pour une entreprise qui veut commencer. Parce qu'il peut se dire que maintenant, puisque ici on applique un prix moyen de 2016 francs, moi également je peux pratiquer le même prix ou moins pour essayer d'un peu avancer sur le marché. Ça ne passe plus. Moi, au départ, il y avait des questions de compréhension sur les deux termes, le web scrapping et le web crawling. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces deux concepts-là? Oui. Ok, merci. Bon, comme je l'ai défini tout à l'heure, le web crawling est défini comme étant un agent logiciel. C'est ce qui est utilisé par la plupart des moteurs de recherche pour parcourir tout le contenu qui est intégré sur Internet et mémoriser ça, puis stocker dans des bases de données. Ça permet à Google, par exemple, son crawling s'appelle Googlebot. Ça permet à Google, par exemple, de pouvoir ordonner la fiche quand vous faites une requête, c'est-à-dire quand je demande c'est quoi Académie nationale. Les requêtes qui sont affichées du haut en bas, c'est le bot qui permet de pouvoir dire que c'est celui qui est prioritaire, c'est celui qui suit, c'est celui qui suit. Par rapport au contenu qui est intégré de manière chronologique, mais également constant. Donc, plus un site est constant dans l'intégration de contenu, plus le bot part visiter le contenu et également extraire les mises à jour pour pouvoir les stocker plus tard. Maintenant, concernant le scrapping n'est rien d'autre qu'un programme informatique qui permet à l'auteur de pouvoir extraire les données depuis Internet. C'est un programme informatique qui permet de pouvoir extraire des données depuis Internet. C'est tout simplement ça, le scrapping. C'est utilisé sur divers domaines, même sur l'intelligence artificielle, pour constituer un corpus propre pour l'entraînement des modèles. On peut créer un programme qui va permettre d'aller extraire les données, les stocker dans un format de manière propre et exploitable. De manière un peu bref, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok, on peut remercier alors M. Diagne. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était la dernière présentation de la journée. Donc ce que nous proposons, c'est d'arrêter ici. Je pense qu'il y a une pause. Prendre la pause et on reprend demain à 9h. Donc il faudra revenir demain. Hein? Il ne faut pas que vous restiez chez vous. Venez, on termine la journée demain. N'est-ce pas? Allez, merci beaucoup. Et on va remercier aussi tous les collègues qui sont en ligne parce qu'il y en a beaucoup. Ils étaient plus de 32 ce matin. Donc, on va se dire à demain, Inch'Allah. Inch'Allah, et merci. Comme maintenant pour la langue anglaise et la langue, par exemple, Wolof, il y a un décalage. Donc, pour que maintenant le système transcrit exactement ce qui est dit et que la sémantique reste visible, il faudrait qu'on essaie de voir
là où les langues se diffèrent et là où les langues se rencontrent. Et sur ce, on a besoin de la linguistique descriptive pour pouvoir nous parler maintenant de cette différence et de similitude. This is our introduction, and let me go to the second point. Language, the foundation of communication. Donc, étant donné que la langue, c'est un élément qui est crucial, parce que... Okay. It serves as a tool of political, social, and economic interaction. La langue, c'est un élément basique qui nous permet d'interagir entre le reste du monde. Et cela signifie quoi? Et chaque parole a un aspect fondamental, que ce soit économique, social ou bien politique. Autrement dit, on ne peut rien faire sans pour autant communiquer, que ce soit d'une manière écrite ou bien d'une manière orale. Et si ce, en deuxième point, on va essayer de comparer de artificial intelligence and the language, quel est maintenant le lien qui existe entre le langage et l'intelligence artificielle. What is said here is artificial intelligence increasingly relies on the language processes to perform text like understanding and generating text, translating language, and even coding on conversation. Donc c'est évident que entre le langage et l'intelligence artificielle, il y a un lien qui est commun. Pourquoi ce lien existe? Parce que tout simplement, c'est le langage qui permet maintenant à l'intelligence artificielle, en tout cas le langage humain, c'est à partir de là qu'on s'est basé pour, en tout cas, transmettre le processus qui existe entre ce que veut réellement dire la personne et ce qui existe. Donc, ce qui est crucial dans cette partie, c'est que tout simplement, on ne peut pas comprendre le message de la personne sans pour autant décrire exactement la signification. Donc, comprendre d'abord la phonologie, la formation, c'est-à-dire dans quel sens les sons sont distinctifs. Ensuite, la morphologie, la formation des mots, parce qu'évidemment, il faut connaître comment les mots sont formés pour venir maintenant à la syntaxe. C'est la syntaxe maintenant qui va édicter la sémantique. Autrement dit, c'est la sémantique maintenant qui vous dira exactement ce que la personne veut dire. Et là aussi, l'intelligence artificielle a besoin de la linguistique descriptive pour pouvoir traduire ce que la personne réellement veut dire et que aussi le sens reste. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté qu'il y a un décalage qui existe entre les langues locales et la langue étrangère. Il y a des choses qui se disent, c'est-à-dire en français. Maintenant, si tu veux le traduire en Wolof, est-ce que vous allez faire une traduction littérale? Non. Donc, autrement dit, il y a des choses qui existent, mais qui se traduisent autrement. Et non seulement on le traduit autrement, mais quand même, il y a certaines choses qu'on peut traduire de manière grammaticale. Donc, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas, la linguistique descriptive entre en connivence avec l'intelligence artificielle parce que ça lui fournit des éléments basiques pour transcrire, c'est-à-dire la sémantique ainsi que la morphologie de certains mots. Language, the foundation of communication. Descriptive linguistique, uncovering the structure of language. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est-à-dire, si on prend la linguistique descriptive, il y a plusieurs champs de domaines qui se diffèrent l'un comme l'autre. D'abord, si on prend la morphologie, the morphology examines the internal structure of words, revealing how words are formed and their constituent parts. D'abord, la formation des mots, c'est la morphologie. Il faut connaître chaque mot, quel est son sens, comment c'est constitué, est-ce que c'est des morphèmes ou est-ce que c'est des allophones. Ensuite, parce que les morphèmes, ils ont leur sens, les allophones aussi, ils ont leur sens. Ensuite, est-ce que le mot, c'est un morphème qui est dérivationnel ou bien est-ce que c'est un mot qui est inflexionnel. Donc, ce sont des mots ou bien des segments qui dictent en tout cas le sens et que l'intelligence artificielle a besoin forcément de la linguistique descriptive pour pouvoir maîtriser ces. La syntaxe. Syntax focuses on how words are combined to create phrases, clauses, and contents outlining the rules of grammar. Donc, bien évidemment, la syntaxe elle est cruciale parce que quand, c'est-à-dire l'intelligence artificielle veut traduire certaines expressions ou bien une phrase, on a besoin de connaître la syntaxe, c'est-à-dire la grammaire. Parce que des fois, c'est la grammaire qui va édicter le sens. Vous ne pouvez pas traduire, par exemple, une phrase sans pour autant que la grammaire soit visible. Donc, dans ce cas, forcément,
l'intelligence artificielle va donner un coup de poing à l'intelligence artificielle afin de leur fournir des éléments basiques pour pouvoir traduire correctement ce que l'intelligence humaine veut dire et que maintenant l'intelligence artificielle va reprendre d'une manière légale. The last one, semantics, improve the meaning of words and sentences, uncovering how language concerns concepts and ideas. La sémantique, donc ça c'est l'élément final. Parce que dès lors qu'on parle de la phonologie, l'étude des sons, la morphologie, la formation des mots, la syntaxe, la phrase, la structure, c'est la sémantique. Parce que dès lors que tu parles à une personne, ou bien est-ce que l'intelligence artificielle veut traduire ce que réellement la personne a besoin, il faudrait que la personne qui perçoit maintenant le message capte et que parvient maintenant à décortiquer le sens de la phrase. Donc c'est ça la sémantique. Et forcément aussi, là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Donc il faut étudier, c'est-à-dire les deux langues, c'est-à-dire la langue de départ, je ne sais pas que ce soit la langue Wolof, ensuite la langue d'arrivée qui est la langue anglaise. Forcément, entre les deux langues, il y a un décalage. Et pour connaître maintenant comment faut-il faire pour transcrire cette phrase et que le sens soit visible, forcément la linguistique descriptive va entrer en vigueur. The interplay of descriptive linguistics and artificial intelligence. Si vous regardez bien ici, we have first of all language acquisitions, morphological analysis, syntactic process and semantic understanding. Donc ça c'est voilà, une pyramide qui nous parle de l'acquisition de la langue. Donc l'acquisition de la langue, ça aboutit à des éléments de base. AI systems are trained on massive amounts of linguistic data, minimizing human language acquisition. Donc ce qu'on peut dire, c'est l'intelligence artificielle, il copie, autrement dit, il est en train de refaire textuellement, ou bien il veut faire ce que l'humanité, ou bien ce que le langage humain veut dire réellement. Donc, et là, vous verrez qu'en deux, il y a la morphologie, la syntaxe, la sémantique. Donc ça passe d'abord par la morphologie, qui nous parle de Lewis on morphological analysis. Il va analyser les mots. Ensuite, syntactic parsing, c'est-à-dire essayer de voir la structuration de la phrase. Et enfin, des semantic understanding. Parce que quand vous parlez à une personne, il faudrait que la personne reçoive le message et qu'il comprenne ce que vous voulez dire réellement. Sinon, il n'y a pas de sens. Et dans ce cas, si la linguistique, si l'intelligence artificielle ne prend pas en compte la linguistique descriptive, c'est sûr et certain que le message que la personne veut en tout cas envoyer ne sera pas perçu réellement. Donc nous, maintenant, le problème qui se pose entre les langues locales et les langues étrangères, c'est forcément nous voulons introduire l'intelligence artificielle au Sénégal, et que maintenant les langues locales aussi posent un problème de transmission, parce que non seulement la manière dont on a codé certains, il faudrait qu'il y ait des recherches approfondies pour nous parler maintenant exactement dans quelle langue il faudrait partir pour maintenant revenir à la langue d'arrivée. Donc ça, c'est un élément qui nous parle de la liaison qui est entre les deux. Ensuite, the last one, the role of descriptive linguistics in AI development. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi le rôle réel de la linguistique descriptive au niveau de l'intelligence artificielle. Improving language processing. Descriptive linguistics provide AI systems with a deeper understanding of the complexity of human language, enhancing their ability to process natural language effectively. Donc ici, c'est quoi? On a besoin de cette linguistique descriptive pour pouvoir transcrire réellement ce que l'intelligence humaine veut dire. Parce que des fois, il y a ce qu'il y a à dire, même si vous prenez Google a un problème de traduction. Ce que vous voulez dire réellement et ce que Google va vous dire, ça pose, il y a un décalage énorme. C'est pourquoi des fois, quand vous voyez un étudiant ou bien quelqu'un qui veut faire un exercice en anglais, si vous tapez au niveau de Google, forcément il y aura une réponse. Mais dès lors qu'un spécialiste qui a fait la linguistique, quand il lit, il saura que ça, parce que Google manque des moyens pour traduire, c'est-à-dire la sémantique. Google ne fait que traduire les mots. Donc dans ce cas aussi, l'intelligence humaine, comment il va faire pour maintenant résoudre le problème de Google? Ça, c'est le travail de la descriptive linguistique. Donc c'est lui qui compare, il vous dira dans quelle partie il faut mettre l'accent sur ça et comment il faut résoudre ce problème, parce que ceci n'existe pas dans telle langue et que aussi, non seulement s'il existe, on le dit autrement. Donc ça, c'est un. Number two, reducing errors. All systems can involve descriptive linguistics to avoid common grammatical errors and ensure a correct translation.
Donc, ici, il y a, c'est-à-dire pour réduire les erreurs, on a besoin de la linguistique descriptive parce que le constat est réel. Allez voir un élève ou bien un étudiant, vous voulez dire de traduire cette phrase de la langue française à la langue anglaise. Voilà, il va faire une traduction mot à mot. Et ce qui est sûr, c'est s'il fait une traduction mot à mot, il y aura forcément les erreurs. Parce que non seulement il ne maîtrise pas la langue de départ, et il ne maîtrise pas aussi la langue de dérivée. Et il ne sait pas qu'entre ces deux langues, il y a une frontière, il y a un décalage qui existe. Et pour connaître ce décalage-là, il faudrait que l'utilisation de la linguistique descriptive soit en vigueur. The last one, enhancing communication. The application of descriptive linguistics helps AI system to communicate more naturally and effectively with humans. Donc c'est forcément qu'on a besoin de la linguistique descriptive pour traduire, en tout cas le sens réel de la phrase et de parvenir à capter ce que veut dire, ce que la personne réellement veut dire. Donc, on a parlé ici. Voilà. Donc ici, on a besoin ici de la linguistique descriptive pour communiquer réellement avec les humains. Donc ça, c'est l'autre partie. And didactic recommendation. The recommendation is here, ce qu'on recommande, c'est-à-dire linguistic acquisition. AI should incorporate this corporate linguistic principle to guide the development of language learning. Donc, je pense qu'il est temps que l'intelligence artificielle prend en connivence ou bien l'utilité de la descriptive linguistique pour pouvoir, en tout cas, développer l'apprentissage ou bien mettre en avance les outils qui permettent à l'homme de pouvoir communiquer tout en passant par les moyens de communication. Translation. AI translation system can benefit from descriptive linguistic knowledge to ensure accurate and cultural sensitive translation. Donc aussi, au niveau de la traduction, bon, pour que la traduction soit exacte et qu'il n'y ait pas de décalage, on a besoin de descriptive linguistique. Et dans ce sens, il vous donnera exactement comment faut-il traduire tel mot, comment faut-il traduire telle phrase, et que maintenant le sens soit visible. And so the speech recognition. AI speech recognition system can improve the accuracy by incorporating insight from descriptive linguistics about phonetic and phonology. Dans la phonétique et la phonologie, ce sont des éléments qui nous parlent dans quel sens les sons sont distinctifs, parce qu'il faut connaître que l'étude d'un son, c'est la phonologie, mais l'écriture, c'est la phonétique. Donc là aussi, et ça, c'est ça qui va traduire, c'est-à-dire la voix. Des fois même, vous voyez qu'on peut truquer la voix d'une personne. Mais quand même, mais si on truque la voix d'une personne, pour que ça soit intact et que des gens, qu'il n'y ait pas de doute, en tout cas sur l'égalité ou bien sur l'exactitude de cette voix, il faudrait que la description linguistique donne un coup de poing à l'intelligence artificielle. Parce que des fois, tu peux changer la voix, mais on sent nettement que ça, c'est quelque chose qui est truqué. Et j'en suis sûr que si on avance avec des recherches approfondies, la description linguistique peut amener des réponses et que maintenant, entre la voix qui découle de l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, qu'il n'y ait pas de différence, bien évidemment. Last part de conclude, the future of AI and linguistics. C'est quoi maintenant le futur de l'intelligence artificielle et la linguistique? Alors, the intersection of AI and linguistics in a rapidly evolving field raises immense potential. Continued research and collaboration between linguistics and AI developers. Donc ici, on a dit que forcément, il faudrait qu'il y ait une connivence, une interdépendance, complémentarité entre les linguistes et entre les gens qui sont spécialisés en intelligence artificielle. To lead to significant advancement in the natural language processing and AI ability to understand and interact with human more effectively. Donc pour qu'il y ait une interaction beaucoup plus efficiente et beaucoup plus effective d'une manière réelle et bien faite, il faudrait que la linguistique descriptive et l'intelligence artificielle travaillent en parfaite collaboration pour essayer de résoudre le problème des décalages en termes de morphologie, de syntaxe, de sémantique et bien évidemment la phonologie. As AI systems become more sophisticated, descriptive linguistics will play an increasingly artificial role
in shaping the development and ensuring the ethical and responsible use. Donc l'utilisation de certaines phrases ou bien certains mots, non seulement qui manquent, parce que, quoi ce qu'on peut dire, les langues locales, il y a des choses qui existent, mais qui n'existent pas en français. En français aussi, il y a des mots qui existent, mais qui n'existent pas en anglais. Parce que, tout simplement, c'est-à-dire les mots sont construits selon l'utilisation ou bien selon le besoin social. Donc c'est la culture ou bien le besoin social qui va fixer les mots ou bien certains mots dans certains. Donc là, ça va poser un problème parce que bien évidemment, en langue locale, il y a certains mots qui n'existent alors qu'ils n'existent pas dans d'autres langues comme. This research underscore the importance of descriptive linguistics in understanding and developing IE, particularly in the context of Senegal. As IE continues to evolve, it is crucial to incorporate insight from descriptive linguistics to ensure that IE systems are robust. Donc, ce qu'on a dit ici, c'est très simple. Donc, on ne peut pas parler maintenant de l'effectivité ou bien de ce que l'intelligence artificielle a comme dispositif sans pour autant l'introduction dans la linguistique descriptive. Further research is needed to explore the specific challenges and opportunities to integrate descriptive linguistics. Donc ici, forcément, on a besoin maintenant des recherches approfondies pour en tout cas dégager des pistes réelles en ce qui concerne les opportunités qui pèsent entre ces liens exhaustifs qui existent entre la descriptive linguistique et l'intelligence artificielle. Contribute to the development of AI that is culturally relevant and beneficial to security, pour en fait dégager une importance non seulement qui est sociale mais aussi culturelle, également politique. Voilà de manière esquisse, laisse une petite rappel ce dont je voulais dire, espérant maintenant que c'est une présentation qui tient à votre invitation. Merci M. Ndiaye pour la belle présentation. Donc M. Ndiaye nous a parlé un peu du rôle de la linguistique descriptive dans l'étude de l'intelligence artificielle. Il a essayé de montrer le lien qui existe entre le langage et l'IA en parlant vraiment de complémentarité entre ces deux notions. Et à la fin, il donne un peu le futur, c'est-à-dire ce qu'il pense de ce qui devrait se faire entre les linguistes et ceux qui travaillent sur l'IA, notamment dans ce qu'on appelle les LLM, donc c'est les langues, large language model. Avant peut-être de donner la parole au public, moi je vais en profiter pour poser une question, après il va enchaîner. Donc ma question elle est très simple, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui travaillent dans l'IA, ils travaillent dans les LLM, les langues. Et c'est cette partie-là qui prend presque toute la puissance de calcul. Parce que les langues, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Et moi, ma question, elle est simple. C'est vrai que souvent, au Sénégal, on a des collègues comme Maud Lamine Nguer, qui est à l'UNCHK, qui travaille dans le Wolof. Il travaille avec des linguistes et autres. Et ma question, elle est très simple. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils font l'IA et qui travaillent sur les langues, Wolof, autres. Est-ce qu'ils peuvent faire ce travail-là sans les linguistes? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que nous, informaticiens, nous qui travaillons dans les LLM, est-ce que nous n'avons pas besoin dans nos équipes d'intégrer vraiment des linguistes qui sont spécialistes? Parce que ce que vous avez dit là, c'est des spécialistes qui peuvent le faire. Parce qu'il suffit de faire une mauvaise traduction d'un mot qui peut en fait créer beaucoup de problèmes après pour le futur. Moi, c'est la question que je pose. Je vais peut-être passer la parole aussi au public. Ensuite, vous allez en profiter pour répondre une bonne fois. Okay? Du moment où actuellement on cherche à humaniser l'IA le plus possible, vous avez dit que la linguistique pourrait servir à détecter, par exemple, une voix humaine qui a été changée. Aujourd'hui, est-ce que la recherche, c'est de voir quelle est la différence entre l'IA et l'humain au moment où les autres cherchent à rapprocher le plus possible l'humain de l'IA pour ne pas les différencier? Vont intéresser, en abordant dans la même logique que le professeur Thiaré, vont intéresser les linguistes. Au-delà même des linguistes, les sociologues et tous qui sont en tout cas en sciences humaines et sociales. Parce que dans le cadre de mes recherches, j'ai beaucoup utilisé des logiciels de traduction
ou d'interprétation ou d'analyse de discours. Et je pense que c'est le même principe qui est utilisé. Maintenant, pour le Wolof particulièrement, non seulement vous avez besoin de travailler avec les linguistes, mais ma préoccupation c'est comment faire pour avoir les données, c'est-à-dire mutualiser toutes les données pour avoir tous les sens et pour pouvoir maintenant traduire exactement ce que vous voulez dire dans, je pense que vous avez compris, mais ça, vous avez besoin en tout cas d'un répertoire ou d'un ensemble de données assez exhaustif pour pouvoir arriver à traduire exactement ce que telle personne veut dire. Donc je pense qu'il faudra réfléchir dans ce sens et voir ce qui a été déjà également fait en termes d'outils d'analyse de discours. Je pense que ça serait très intéressant. Thank you for your very relevant presentation. So I would like to pinpoint one thing about your presentation is when it comes to analyze the sentence structure. In Wolof, in our local language, sometimes the adjective is the main, is the item who is very important in the sentence. And in French or English, sometimes it's the verb. Let me give you one example. So when we say "khifna," it means j'ai faim. Donc c'est le khif qui joue l'élément le plus important dans la phrase. Souvent c'est l'adjectif pour nous, notre façon de parler, pour les langues locales la plupart, et pour les langues sur lesquelles on se base pour pouvoir faire la traduction, souvent c'est le verbe qui joue, qui est l'élément le plus important. Donc par rapport à ça, est-ce que vous ne pensez pas, pour rejoindre un peu le professeur Thiaré, qu'il est fondamental de pouvoir faire un rebasing des bases de données sur lesquelles on se fie pour pouvoir faire ces présentations-là, d'où la nécessité de travailler sur des bases de données fondamentalement qui se reposeraient sur l'expertise des spécialistes des langues locales pour pouvoir travailler sur ce domaine-là et avoir notre propre source d'analyse et de comparaison. Sinon, tout le temps, nous aurons des comparaisons ou des traductions qui seront biaisées, voire même souvent des fois, nous avons des traductions qui peuvent aller dans des sens qui ne sont pas souhaités. Vous voulez vous exprimer en remerciant quelqu'un, la traduction peut même aller dans un sens qui l'offenserait. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Daoud Sarr, doctorant en sciences, technologies et numériques à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'Université numérique Hamidou Kane. Vous me permettrez aujourd'hui de partager avec vous un projet innovant qui allie apprentissage automatique dans les communications sans fil, mobiles et satellites, dont le projet vise à concevoir et à déployer un dispositif d'apprentissage numérique dans les écoles sénégalaises, plus précisément au milieu rural, en milieu rural autant pour moi, en utilisant une technologie de saut de fréquence qu'on appelle la liaison FH, frequency hopping, voilà. Pour structurer ce projet, nous allons essayer d'introduire et de mettre en place un contexte. Je vais d'abord vous introduire le contexte et les enjeux pour ce projet. Ensuite, nous aborderons la problématique spécifique de l'apprentissage numérique en milieu rural, les objectifs que nous allons également nous fixer et la méthodologie adaptée. Nous verrons également l'architecture technique du projet et les résultats des simulations que nous avons déjà effectuées au niveau de certains lieux et l'impact sur l'éducation numérique afin de vous présenter les défis rencontrés, les perspectives futures et une conclusion synthétique. Voilà. Le contexte actuel est marqué par une explosion du trafic sur les réseaux mobiles et satellitaires, entraînant une saturation du spectre radioélectrique et une augmentation des interférences. Cela pose un défi majeur, notamment en milieu rural,
où la connectivité est limitée. Donc notre réponse ici à ces enjeux repose sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique qui permettent d'optimiser la gestion des réseaux et de garantir une connectivité équitable pour tous. Donc, si nous voulons revenir un peu par rapport au contexte, l'objectif ici, c'est de poser la problématique par rapport au projet que nous comptons mettre en place, que ce soit sur l'absence d'infrastructures de communication fiables, la fracture numérique garantissante entre zones urbaines et zones rurales. Ici, on retient qu'au niveau des zones rurales, il y a l'absence d'infrastructures de communication fiables, la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Il y a également les problèmes de qualité de service tels que les interférences, les coupures fréquentes et la latence élevée privent les élèves de ces régions un accès aux ressources numériques. Cela contribue à un creusement des inégalités éducatives, un problème que nous cherchons à résoudre. Moi, par exemple, qui suis issu d'un village de la région de Diourbel, j'avais tellement de problèmes pour apprendre, étant un apprenant de l'UNCHK, j'avais tellement de problèmes, parfois il n'y avait pas d'électricité, il y avait également un problème d'Internet. Et je me suis fixé un objectif vraiment à résoudre. Donc c'est un projet que j'ai depuis presque la licence 1 ou licence 2, vraiment pour résoudre ce problème-là. Et d'ailleurs, au niveau du master, c'est un problème que je me suis posé et essayé de résoudre. Et je pense que c'est le même projet que j'ai essayé de continuer et d'élargir ça au niveau des écoles qui sont au niveau du pays. Si on revient un peu par rapport aux objectifs, notre objectif principal ici est de réduire la fracture numérique en zone rurale grâce à l'intelligence artificielle. Et pour y parvenir, nous visons à optimiser l'utilisation du spectre radioélectrique, améliorer la qualité de service dans ces zones et faciliter l'accès aux ressources numériques pour les élèves des régions isolées. Et nous croyons fermement que chaque élève, quel que soit son lieu de résidence, mérite un accès équitable à l'éducation. Donc aujourd'hui, nous allons essayer aussi de voir ce projet-là en termes de méthodologie, en utilisant aujourd'hui, par exemple, on a pensé au Sénégal, bien vrai que j'ai fréquenté le Maroc où j'ai débuté le projet au master, mais j'ai choisi le Sénégal par la suite pour continuer cela au niveau du doctorat. Et nous avons essayé de déployer ce dispositif d'apprentissage numérique en utilisant la technologie de saut de fréquence pour réduire les interférences et stabiliser la connexion. Et en parallèle, nous avons intégré l'intelligence artificielle pour optimiser les ressources réseau en temps réel, permettant ainsi une gestion plus efficace du réseau. Voilà, sur le projet, nous avons mis en place une architecture technique pour la réussite de ce projet. Et donc, cela repose sur 3 piliers. Une liaison frequency hopping pour éviter d'abord les interférences, comme vous pouvez le voir au niveau du schéma, avec les sauts de fréquence que nous comptons utiliser. Avec l'école A, par exemple, et l'école B, nous avons déjà fait des simulations que nous allons d'abord vous présenter après les résultats de ces simulations-là. Nous allons également mis en place des serveurs locaux et connecter des tablettes pour un accès stable aux ressources parce qu'on sait tous que dans ces zones-là, parfois nous avons des problèmes de connectivité, surtout quand on veut utiliser les ordinateurs. Donc cette combinaison permet une connectivité robuste et une expérience utilisateur fluide, mais dans les zones les plus reculées. Et à cela, nous allons essayer de vous présenter juste les résultats des simulations que nous avons pu effectuer. D'abord, nous avons pu effectuer une simulation entre l'espace numérique ouvert appartenant à l'UNCHK de Mermoz et également l'espace numérique ouvert de Pikine. Peut-être pour au moins tester le dispositif si ça marche ou pas. Nous avons également fait une simulation entre le lycée Blaise Diagne de Dakar et le lycée de Bargny. Au moins, c'est 2 zones différentes. Et il y a un exemple que nous avons pu faire avec, comme vous pouvez le voir au niveau du schéma. Et avec les résultats que nous avons, vous voyez qu'il y a une optimisation du spectre radio de plus de 25%. Il y a également une réduction des interférences et des coupures également, mais également une connexion plus stable et plus fluide en zone rurale. Voilà les résultats des simulations que nous avons pu effectuer.
Maintenant, nous allons voir quel impact par rapport à ces résultats. L'impact de ce projet sur l'éducation numérique est considérable. Et vous allez voir que les élèves des zones rurales ont désormais un accès facilité aux ressources éducatives numériques telles que les MOOC et les exercices interactifs. Et cela également contribue à la réduction des inégalités entre les élèves des zones rurales et des zones urbaines. Et pour surmonter cela, nous allons voir qu'il y aura une nette amélioration de l'engagement des élèves grâce à une connexion stable. Parce qu'au début, nous avons parfois des problèmes en milieu rural d'avoir accès à ces ressources. Et parfois, on retient même certains cours pour voir, parce que l'enseignement se fait à distance. Et parfois, nous n'avons pas la connectivité qu'il faut pour vraiment suivre le cours correctement. Donc, malgré tout cela, nous avons pu noter qu'il y a en tout cas avec ces résultats positifs que nous pouvons avoir par rapport à ce début du projet, nous avons pu rencontrer plusieurs défis, notamment la disponibilité limitée des données pour entraîner les modèles d'IA que nous allons utiliser, l'infrastructure locale également insuffisante, le coût élevé également du déploiement en milieu rural. Et les solutions qui ont été proposées par rapport à cela, la collecte de données d'abord en temps réel via des capteurs IoT, l'utilisation de matériel low cost adapté aux réalités locales. Donc, en termes de perspectives futures, c'est-à-dire que nous envisageons déjà d'intégrer l'IA dans les réseaux 6G pour des connexions ultra rapides et de d'étendre les applications de cette technologie ultra rapide et d'étendre des applications de cette technologie à d'autres secteurs tels que la santé et l'agriculture. Nous prévoyons également d'étendre ce projet-là dans d'autres pays en Afrique parce que le début du projet, on l'avait démarré au Maroc. On avait fait l'exemple du Maroc et du Sénégal pour faire une comparaison entre une zone rurale qui se trouve au Maroc et nous avons pu déployer le dispositif là-bas. Peut-être que je reviendrai sur ça, peut-être par rapport à la conclusion, pour montrer d'abord le début du projet. On n'avait pas utilisé la liaison EFAS, mais on voulait agrandir cela. C'était un projet qu'on appelait Sandbox, solution d'apprentissage numérique sans Internet. C'était ça le début du projet. Mais on sait tous que ce projet-là, on ne peut pas l'élargir si on veut vraiment aller plus loin en utilisant ce même modèle-là. On ne pourra pas faire la même chose, raison pour laquelle nous avons pensé à une étendue plus large en utilisant les liaisons EFAS pour au moins avoir des résultats performants par rapport à ce que nous avions au master. Donc pour cela, on va essayer de conclure cette partie avec l'utilisation de l'IA qui permet aujourd'hui une gestion intelligente des réseaux de communication, mais aussi nous notons l'amélioration significative de la connectivité en zone rurale et vers une inclusion numérique renforcée pour un accès équitable à l'éducation. Voilà le projet qui a été, en tout cas, que nous avons pu démarrer pour cette étude doctorale. Et nous avons déjà démarré les, comment on appelle encore, les exemples de simulation que nous avons pu effectuer pour vraiment mettre en valeur ce projet-là que nous trouvons vraiment un projet innovateur qui nous permettra aujourd'hui de lutter contre les inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales. Et déjà, ce que nous avons obtenu comme résultat vraiment nous montre qu'aujourd'hui, si le projet vraiment est accompagné, nous pouvons vraiment lutter contre ce fléau-là. Je vous remercie. Maintenant, juste deux questions, peut-être ou trois. La première, c'est par rapport à... Quel est votre avis? Parce que vous avez testé ce genre de choses au Maroc, au Sénégal. Votre avis sur le niveau d'infrastructure au Maroc et au Sénégal? Parce qu'on entend souvent des comparaisons, mais vous, puisque vous l'avez vécu, ce serait bien qu'on ait votre avis là-dessus. Et une deuxième question, c'est par rapport au rôle du régulateur, l'ARTP au Sénégal. Parce que ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous n'avez pas besoin d'une autorisation du régulateur, par exemple, pour pouvoir installer certaines infrastructures? Donc c'est une question, je pense qu'il faut peut-être si vous ne l'avez pas encore réglé, il faudrait maintenant y penser dès maintenant avant d'aller beaucoup plus loin. Parce que souvent, c'est des questions qui peuvent être bloquantes. Une dernière question, c'est par rapport en fait, au rôle de l'IA. Parce que vous dites
dans votre intervention que l'IA, en tout cas, va améliorer la qualité des services, etc. Mais je pense que ce serait bien, dans vos discours, d'être beaucoup plus précis sur comment l'IA, en fait, va résoudre les défis et les problèmes que vous posez. À quel niveau? Voilà. C'est vrai que vous n'avez pas encore beaucoup avancé dans la thèse, hein, c'est une thèse qui démarre, mais ce serait bien, en tout cas, dans vos prochaines interventions, de pouvoir être beaucoup plus précis sur le rôle que l'IA joue dans votre travail. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Daoud, je le connais très bien. Donc, Merci. Pour la brillante présentation, c'est un sujet très important, je pense. Donc, qui adresse une problématique, comme l'a dit le professeur Lo, gérée par la RTP. Ils ont un département qualité de service et qualité des équipements. Et sur cette base-là qu'ils évaluent les opérateurs pour voir la fiabilité du réseau, etc. Donc, je pense que vous gagnerez également à les approcher pour voir concrètement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont des équipements pour... Et comme l'a dit le professeur, il faudrait éventuellement leur demander est-ce que c'est autorisé d'aller directement évaluer la performance, parce que c'est leur travail en fait. Deuxième point, je pense que par rapport au test que vous avez fait, pour le Maroc, vous avez spécifié que vous avez été dans des zones rurales pour faire le test. Sur la présentation, je vois que vous parlez de Bargny. Et de Bargny-Guédiawaye, c'est ça? Bargny, lycée de Blaise Diagne. Lycée Blaise Diagne, etc. Donc je pense qu'il fallait cibler plutôt les zones, ce qu'on appelle les zones blanches, c'est des zones qui ne sont pas ou peu desservies, pour pouvoir voir l'impact. Et je pense qu'il y a déjà la RTP qui travaille sur ça, il y a aussi le FDSUD, le Fonds de développement du service universel des télécoms, qui a établi un répertoire des zones blanches, des zones qui ne sont pas ou peu desservies. Et sur cette base-là, ça vous permettrait d'avoir une vue globale et éventuellement de faire des tests pour avoir des retours avec la RTP, également les rapports qu'ils sortent sur l'évaluation des opérateurs par rapport à leur travail. Donc voilà, je pense que ce sont ces points-là que je voulais soulever, professeur. Merci. Bon, moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous avez pu faire des recherches sur cette technologie de Elon Musk qui sera bientôt déployée au Sénégal, Sonarlint? Cette technologie de Elon Musk. Sonarlint, ouais. Pour gérer tout ce qui est connexion sans pour autant passer par ces opérateurs et trucs. Il suffit tout simplement de brancher quelque chose comme un parabole et se connecter directement au satellite. Maintenant, si cela arrive à être opérationnalisé ici au Sénégal, le problème maintenant qui va se poser, c'est le problème de l'électricité. Maintenant, sur cette phase, d'après ce que les autorités ont dit, d'ici 2029, ce problème sera résolu complètement dans tous les secteurs. Donc déjà, si on jongle l'autre technologie et ce qu'a dit les autorités, donc votre solution est déjà réglée. Est-ce que vous avez pensé à ça? Bon, par rapport à ce niveau d'abord, la réponse que je pourrais donner par rapport à cela, avec déjà l'étude que nous avons déjà faite, parce que nous nous sommes déplacés, nous avons vu comment ça fonctionne, et moi-même j'ai vécu ce problème, donc je pense que ce serait très facile pour moi de pouvoir inclure les apprenants, parce que je l'ai déjà démarré depuis le master, pour voir exactement comment les aider à vraiment se rapprocher de ce projet-là. Donc, concernant également le déploiement, surtout si, par exemple, le projet est vraiment élargi, avec l'utilisation des tablettes que nous comptons en tout cas mettre à la disposition de ces apprenants-là, il y aura également un suivi qui va se faire. Et surtout par rapport par rapport à l'utilisation de l'IA que parlait le professeur Lo, c'était juste pour voir que, parce que ce qu'on compte faire, parce qu'on a déjà des problèmes pour au moins entraîner cette IA-là à l'utilisation de ces ressources-là. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est de pouvoir l'utiliser, de pouvoir utiliser l'IA en milieu rural. Mais également utiliser cela pour pouvoir faire utiliser l'IA sur le côté des données. Parce qu'il faudra également d'installer au niveau avec ces capteurs IoT-là pour au moins avoir les informations que nous voulons.
Et cela me permettra un peu de revenir par rapport à l'ARTP, parce que nous avons déjà écrit les courriers pour au moins rencontrer l'ARTP. Bon, on n'est pas encore arrivé à ce moment-là, mais on a déjà écrit les courriers qu'il faut, que ce soit à l'ARTP, à l'entreprise Hayo, qui développe ces solutions-là au niveau de la liaison EFAS. Il y a également la TDS, où je suis agent, au niveau de la télévision numérique terrestre. Je travaille là-bas. Il y a également la Sonatel. Il y a le FD Sud, ils ont déjà cité, donc je compte les rencontrer. D'ailleurs, même le ministère de l'Éducation nationale aussi. Et dans ce projet-là, je compte les rencontrer parce que, surtout sur le côté ressources, c'est à eux de m'aider par rapport à ce travail-là. Donc, pour revenir un peu même par rapport à sa question, j'ai déjà fait une rencontre avec Eutelsat, qui est au niveau des satellites, parce qu'on a déjà fait une rencontre plus de 2 heures de temps en ligne, pour voir exactement comment déployer. Parce qu'eux aussi, on a travaillé ensemble avec l'association EDEFRI, qui nous a permis aujourd'hui, avec ce dispositif-là, au lieu d'utiliser la liaison EFAS, d'utiliser directement le satellite. Et en quelques secondes, automatiquement, tout est connecté. Mais la question qu'eux, ils voulaient, c'était de savoir exactement le nombre d'utilisateurs qu'on pourrait avoir. Parce qu'eux aussi, ils fonctionnent en termes d'utilisateurs. C'est ce qui, nous, aujourd'hui, nous bloque. Et nous voyons que le coût du satellite est très cher, raison pour laquelle nous avons misé pour la liaison EFAS. Et donc, si l'infrastructure technique est déjà sur place, je pense que le reste, ça ne sera pas un problème. Raison pour laquelle nous serons obligés d'aller vers la RTP, la TDS également, je suis là-bas, mais au moins, il faudrait au moins de les présenter d'abord le projet. Le FD également, nous allons les rencontrer dans ce cadre-là, parce que je pense qu'il me faut d'abord cette autorisation de la RTP. Mais l'FD également, qui est déjà dans ce domaine, je pense qu'ils vont me faciliter également le travail. Donc, par rapport à ce type de connectivité également, ça me fera plaisir de résoudre ce problème-là. C'est ce que je voulais revenir en fait. C'est Starlink en fait. J'ai déjà fait une recherche par rapport à ça parce que je le connais. Donc, même je les ai écrit un mail pour pouvoir les rencontrer dans ce sens-là. Et ils m'avaient répondu favorablement en me disant que peut-être au mois de mars, je compte les rencontrer en ligne. Ils ont déjà prévu cela. Donc, c'est un projet aujourd'hui que j'ai déjà envisagé. Peut-être un problème de financement qui va se produire parce qu'il y a vraiment, sur le côté technique, j'en aurais besoin vraiment pour mettre en place cette technologie-là. Parce que l'objectif ici, c'est vraiment de réduire cette inégalité-là. Donc, le projet, au début, j'avais opté la région de Matam pour faire ce projet-là, le projet pilote. C'est déjà opté, c'est déjà écrit. C'est juste que j'étais toujours en contact avec l'entreprise Hayo, que je peine à les rencontrer, parce que, d'après mes recherches, ils ont déjà installé une infrastructure de ce genre là-bas. Et donc, ce sera plus facile pour moi d'aller jusqu'à Matam, par exemple, pour mettre en place le projet pilote. Donc, vu que je n'avais pas assez tout ce temps-là, et le projet, comme l'a dit le professeur, vient de démarrer, parce que c'est ma première année de thèse, donc j'étais en train de faire les simulations qu'il faut, raison pour laquelle j'ai choisi ces différentes zones-là.